Bon vendredi à tous et à toutes. Vous êtes sur les ondes de choc.ca pour une toute nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Laurence Roux. Habituellement, je suis derrière la console à la régie, mais c'est moi qui animerai l'émission aujourd'hui. Excellent échange. Merci. Pour l'occasion, j'ai la chance d'être entourée de 3 chroniqueurs réguliers qui aborderont aujourd'hui des sujets chauds et particulièrement intéressants. Donc, d'abord, on a avec nous en studio Elliot Boulat. Allô, Elliot? Allô? Tu nous parles aujourd'hui d'une maladie bien étrange dont les premières formes ont été observées au Moyen Âge, une maladie causée par un champignon sur les céréales qui donnait des chaleurs aux malades, c'est bien ça? Exactement, et on va voir que ce qu'on appelle donc le mal des ardents peut avoir parfois des conséquences assez terribles. On a hâte de t'entendre sur ce sujet. Ensuite, on reçoit notre très fidèle chroniqueur et animateur, Joël Beauchamp-Monfette. Allô, Joël? Bonjour, c'est un plaisir d'être à côté de toi aujourd'hui. Ah, le plaisir est partagé. Aujourd'hui, tu nous parles de l'histoire tragique de Marie-Angélique, cette femme esclave révoltée qui s'est vue condamnée à mort après avoir été accusée, à tort ou à raison, hein, l'histoire le dit pas trop, d'un incendie qui a fait brûler une section de la ville de Montréal en 1734. Ben oui, mais spoiler alert, on n'aura pas la réponse s'il est coupable ou pas, parce qu'il n'y en a pas. C'est pas aujourd'hui à Histoire de passer le temps qu'on règle la question, mais on va en parler très certainement. On a aussi avec nous Xavier Spratt qui, lui, aborde un sujet chaud d'actualité, celui de l'histoire de l'immigration et des lois qui régissent son administration au Canada. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc, tu as été inspiré par l'actualité pour ta chronique d'aujourd'hui. Je pense pas que j'ai vraiment eu le choix. Ça s'imposait. Ouais. Ensuite, il y a Anne-Émilie Lacerte qui nous accompagne en studio. Bonjour. Bonjour Anne-Émilie. Puis finalement, on salue Charles Bénard à la régie. Bonjour Charles. Bonjour. Donc, on débute l'émission sans plus tarder avec Elliot. Je te laisse le micro. Dis-nous tout sur cette fameuse contamination du pain au Moyen-Âge et sur ses effets sur les malades. Alors, donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le feu de Saint-Antoine. Alors, ça a plusieurs noms au Moyen-Âge. On trouvera parfois mal des ardents, peste de feu. Le nom qu'on lui donne aujourd'hui, c'est l'ergotisme. Parce que ce qui déclenche la maladie, c'est ce qu'on appelle l'ergot de seigle. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Alors, le mal des ardents, c'est une maladie d'allure épidémique qui a provoqué plusieurs milliers de morts, voire centaines de milliers de morts tout au long de l'histoire, que ce soit des morts et des estropiés. On va voir qu'il y a des conséquences, notamment au niveau du physique, au niveau de tout ce qui est des mains, des extrémités. Ça peut avoir des conséquences assez graves. Alors, le rôle du champignon va être soupçonné très tard, en fait, dans la maladie. C'est au XVIIe siècle, on va peut-être se dire que c'est à cause de ça que les gens tombent malades, et c'est au XVIIIe siècle qu'on va le prouver, et ce qui va mener au XIXe et au XXe siècle à une étude, en fait, de ce qu'on peut tirer de ce champignon. Notamment, les chimistes vont produire plusieurs dérivés qui vont être plus ou moins intéressants pour la chimie moderne. Mais bon. J'ai toujours su que manger des champignons, c'était pas bon pour la santé. Je le dis à mes parents depuis toujours. Oui, mais parfois, ça peut avoir des effets assez surprenants, voire assez agréables. Alors, le coupable, le champignon qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ergot de seigle. Pour ceux qui veulent le nom latin, parce que ça fait toujours classe dans une soirée. Oui, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes au milieu d'un cocktail à l'ambassade du Canada, à un endroit XY. On vous parle de l'ergot de seigle, vous prenez un air très intéressé, vous faire « Ah oui, vous parlez du claviceps purpurea ». C'est évident, je le connais très bien, je l'ai même rencontré hier. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, purpurea, c'est couleur rouge, ça ressemble un peu à une crête de coq, en fait. Il se présente sous la forme en fait de petites crêtes noirâtres ou rougeâtres qui sortent des épis de blé. En fait, vous avez l'épi et vous avez des petites autour des éléments de l'épi, vous avez des petites pointes noires en fait qui sont le champignon. Donc on le voit. Il est visible à l'œil nu, oui, mais par contre, il est généralement quand il y en a au moment des récoltes, c'est pas sur tous les épis. Donc quand vous avez des grandes gerbes de blé, vous prenez ça, vous êtes au milieu de votre récolte, vous en accumulez plusieurs centaines de milliers, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas les vérifier un par un quand vous faites ça. Alors, on a plusieurs cas documentés à travers l'histoire, notamment au Moyen-Âge. On en a au Xe, XIe, XIIe, XIIIe siècle. On en trouve un peu partout en Europe. On en a en France, en Allemagne, en Espagne, au Danemark, au Portugal, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement diffusé. Dans un texte du XIIe siècle de la vie de Saint Hugues, un évêque de Lincoln, on a une description
des symptômes en fait. On parle donc d'une chair noire qui serait consumée comme par un feu intérieur. En fait, c'est simplement dû aux nécroses des extrémités. Parce que le champignon, en fait, va avoir un effet sur la vascularisation, sur la circulation sanguine. Ça va la restreindre. Ah, oui. Et donc, forcément, ça va avoir des effets dans le cerveau. Le cerveau est moins irrigué ou irrigué différemment. Donc, on va voir que ça pose certains symptômes. Et au niveau physique, vos extrémités étant moins irriguées, au bout d'un moment, ça peut se nécroser. C'est pour ça que ça fait des traces noires, en fait. Ça mène souvent à des amputations derrière. Il y a une sensation de brûlure, des pertes de sommeil et des hallucinations. Ah oui, tout ça en même temps. Tout ça en même temps. C'est une maladie, en fait, qui a souvent lieu en période de disette, tout simplement. Après un printemps froid et assez humide, un été pluvieux, tout ça, c'est assez favorable aux champignons. Mais par contre, c'est très dommageable pour la récolte elle-même. Quand vous avez un printemps froid, ça empêche tout simplement vos graines de germer. Et un été humide, ça empêche votre blé de se développer. Ce qui fait que vous avez beaucoup moins de réserves. Donc, vous êtes beaucoup moins regardant sur la qualité de vos épis, en fait. Ah. Et donc, ça fait un facteur conjecturel en plus. C'est-à-dire que là, par exemple, alors tu m'as dit, est-ce que ça se voit du coup, donc est-ce que les gens font pas la discrimination, donc t'as déjà la masse, puis en plus quand t'as une récolte qui est très faible en fait, et que faut manger, un autre quand même, et forcément tu vas être moins regardant sur la qualité de ton blé, et forcément, si dessus il y a en plus le champignon et qu'on ne sait pas que c'est dû à ça. Oui, c'est ça, surtout tu disais que ça a été trouvé au 17e siècle. Exactement, donc au Moyen-Âge, je ne pas que c'est à cause de ça. Mais est-ce que c'est à force de manger énormément de pain de seigle ou comme après quelques tranches, ces symptômes-là arrivent? Quelques tranches, ça suffit, c'est quand même assez puissant, c'est une intoxication alimentaire, donc généralement c'est une intoxication fongique par l'alimentation, donc généralement il faut des tout petites doses pour que ça déclenche quelque chose, petites, c'est-à-dire quelques bouchées, ça peut suffire normalement. Donc, alors, pourquoi on appelle ça le feu de Saint-Antoine? Parce que c'est assez intéressant, ça aussi. C'est en référence tout simplement à Antoine l'Égyptien, un saint du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est considéré comme le fondateur du monachisme, en fait, tout simplement de la pratique des moines, des premières pratiques ascétiques. Au début, les moines, c'est surtout des gens qui se retirent en communauté restreinte, 3, 4, 5 personnes, dans le désert, et qui donc refusent la vie, ce qu'on appelle la vie du siècle, la vie donc de tous les jours, au profit d'une vie méditative, contemplative, à la compréhension de Dieu. Et dans ce qui est l'épisode qu'on appelle la tentation de Saint-Antoine, Antoine se retrouve au milieu du désert tenté par des visions du diable, par la brûlure du désir. C'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple chez un peintre comme Jérôme Bosch, par exemple, qui va dessiner une tentation de Saint-Antoine, ou même au 19e siècle, Flaubert en fera un roman extrêmement intéressant, qui est un hybride entre un roman et une pièce de théâtre. C'est très moderne dans la façon d'écrire, et il décrit cette tentation de Saint-Antoine. Du coup, par analogie, avec ces visions qui assaillent les gens, avec cette sensation de brûlure, on va penser que Antoine peut guérir cette maladie par une intercession divine. Donc en fait, Antoine, le Saint Antoine, va se retrouver comme le saint pouvant guérir cette maladie dans l'imagination populaire. Et donc il va y avoir des pèlerinages. Il faut ajouter à ça qu'au XIe siècle, depuis 1070 en fait, certains Français sont allés rechercher les reliques supposées de Saint Antoine à Constantinople et les ont ramenés en France, et donc il y a des pèlerinages autour de ces reliques pour tous les ardents qui essayent justement donc de guérir de leur maladie. Mais tu disais pas que le Saint Antoine, celui qui a fait commencer le monachisme, c'était pas une façon assez ascétique, on se nourrissait pas ou peu, comment est-ce qu'il a attrapé un champignon? Alors, on sait pas s'il l'a attrapé, c'est une des possibilités, mais il faut se rappeler qu'un moine, ça mange quand même, simplement ça refuse dans sa pratique ascétique, ça refuse, on va dire, par exemple, ça va refuser le miel, ça va refuser, tout ce qui est superflu, mais il faut quand même manger, donc généralement ça se nourrit de pain noir, ou de pain, okay. Ou un pain un peu sec, etc. Mais si le moine, le dit moine dans le désert ne mange pas, ça va pas durer très longtemps, sa retraite ascétique, ça va généralement se terminer au bout de quelques semaines. Donc, il y a un personnage qui nous a intéressé, qui est un certain Guérin de Valoise. En 1089, Guérin de Valoise est atteint du mal des ardents et il fait ce qu'on appelle un vœu de guérison. C'est-à-dire qu'il fait un serment sur le Christ que si il est guéri, il fera une action pour remercier de la guérison. Et cette action, en fait, va être la fondation d'un hôpital avec son père Gaston de Valoise afin de s'occuper de ceux qui sont atteints du mal des ardents. Et ça va donner ce qu'on va l'ordre plus tard des hospitaliers de Saint-Antoine, qui sont en fait, on connaît généralement plus les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui sont nés au moment à peu près des croisades. À la même période, en France, vous avez les hospitaliers de Saint-Antoine qui, en fait, au début, vont se spécialiser dans le traitement et l'accueil des malades du mal des ardents.
Est-ce qu'on sait si c'est un mal qui est très long? Est-ce que ça se guérit relativement rapidement? Comme c'est une intoxication, en fait, ça sort du système assez rapidement. Par contre, les effets dus à la vascularisation, etc., surtout que comme on ne sait pas d'où ça vient, ils peuvent continuer à manger le même pain jusqu'à... il y a des nécroses et donc forcément, on peut en mourir ou tout simplement, on va être obligé de sectionner les extrémités atteintes. Donc en 1095, l'ordre des hospitaliers de l'aumône de Saint-Antoine est créé pour soigner ce mal et prendre en soin les survivants, dont les estropiés notamment. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de solidarité sociale qui va se mettre en place pour s'occuper des malades et des survivants. Il crée un des premiers hôpitaux réservés à cette victime à la Motte au Roi, qui entre-temps est devenu Saint-Antoine-en-Vénat. Avec le retour des reliques de Saint-Antoine, le village a changé de nom en fait. Alors, ça fait un peu des querelles politiques, parce que ceux qui ont la garde des reliques au début, ce sont des moines bénédictins, mais du coup, le nouvel ordre monastique, c'est des chanoines, donc c'est des moines sans tout à fait être des moines. Ils ont toujours accès à la société, entre guillemets, ce qu'on appelle laïque à l'époque, donc la société qui ne sont pas des moines réguliers, qui ne suivent pas une règle, qui ne sont pas des moines qui s'enferment dans leur monastère, etc. Et donc, forcément, il y a des tensions, parce que eux s'occupent des malades, donc ils aimeraient bien avoir les reliques pour que les malades puissent s'en approcher. Les bénédictins sont là, non, c'est nos reliques, c'est à nous. Sachant que les reliques, ça rapporte pas mal d'argent à l'époque, parce que quand vous faites un pèlerinage, je vous rappelle, il faut payer pour accéder à la relique, donc forcément, ça génère de l'argent, donc il y a des petites rivalités qui seront tranchées que quelques siècles plus tard par le pape. Toujours est-il que ce premier hôpital, réservé aux victimes, est géré directement par la famille de Guérin de Valoise. Et ça, en fait, sur 17 générations, ce sera des héritiers de cette famille. 17 générations. Voilà, jusqu'en 1289. Alors, c'est des soins qui sont généralement à base de plantes ou d'onguents, mais c'est le premier hôpital d'ailleurs aussi qui a une organisation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un accueil des malades, une réception, on va les diagnostiquer, on va voir de quoi ils sont atteints, on va les trier et on va s'occuper des soins et même mettre en place, entre guillemets, avec tous les anachronismes... tous les grimières anachroniques du monde, tout simplement de la chirurgie. C'est-à-dire que il y a tous des gens qui vont s'occuper des malades, d'amputés, c'est des spécialistes qui vont faire ça, des barbiers chirurgiens qui vont s'occuper tout simplement de traiter les extrémités qui sont abîmées par la maladie. Oui, d'où j'assume le mot anachronisme, vu que les chirurgiens avec un hachoir... ça existe, les chirurgiens à l'époque, en fait, faut parler un peu de la médecine au Moyen-Âge, en fait. Le problème des maladies comme le mal des ardents ou les conséquences, ou même la lèpre, des maladies qui durent dans le temps, c'est que c'est pas considéré vraiment comme des maladies. Parce qu'une maladie, au Moyen-Âge, c'est, d'après le cadre conceptuel, c'est galien. En fait, c'est la théorie des humeurs. Vous avez 4 humeurs, chaque équilibre d'humeur est propre à chaque personne, donc c'est un déséquilibre dans votre équilibre personnel de vos humeurs qui vont tout simplement entraîner la maladie. Donc il faut rétablir l'équilibre pour vous guérir. Donc vous voyez le problème d'une maladie, comme par exemple une nécrose où on vous ampute, ou tout simplement derrière la peste, la lèpre. C'est des maladies qui durent, dont les conséquences durent. Et donc c'est pas vraiment considéré dans les schémas de pensée de l'époque comme une maladie. Parce que tout simplement, on peut pas vous ramener à un état antérieur, on peut pas vous ramener à un équilibre, en fait. C'est pour ça, par exemple, les pestiférés, eux, c'est une maladie, donc on peut les guérir. Par contre, les lépreux, eux, ils sont plutôt vus comme comme des gens qui sont différents et qui ont un autre type de vie. Et donc c'est pour ça, par exemple, les lépreuseries sont en dehors des villes, et les lépreux sont pas soignés avec les autres malades, parce qu'ils ne sont pas considérés comme malades, en fait. Donc, je reviens à mon ordre des hospitaliers de Saint-Antoine. En 1120, Étienne, donc, qui est le successeur de Gaston de Valoise, lui va créer l'hôpital, ce qu'il appelle l'hôpital des démembrés pour les rescapés. C'est un des premiers hospices, en fait, qui va héberger ceux qui auront été amputés. On va les nourrir à vie, les habiller, les appareiller, parce qu'on sait déjà faire des prothèses rudimentaires à l'époque, tout simplement à sculpter quelque chose en forme de bras, de jambes, etc., pour qu'il y ait un appui supplémentaire. Et certains même vont être formés à des métiers. Alors l'ordre prend énormément d'importance. Je vous ai dit, les bénédictins sont assez jaloux, et ça va aller carrément jusqu'au pape. Et donc en 1289, le pape Boniface VIII va décider de retirer la garde des reliques aux bénédictins et de les confier aux hospitaliers de Saint-Antoine. Et les bénédictins sont renvoyés à Montmajour, qui est leur abbaye principale, et c'est donc les Antonins qui deviennent les gardiens des reliques. Alors l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine, il va grandir énormément. Au XIVe siècle, il y a 200 commanderies, donc 200 bâtiments dépendants de cet ordre des hospitaliers. Il y a 3300 chanoines environ, et des aides laïques. Donc c'est quand même assez important.
comme population. Au XVe siècle, on pense qu'il y a même jusqu'à 10 000 moines répartis dans 389 hôpitaux et commanderies. Wow. C'est gigantesque. C'est vraiment un tissu social en fait d'aide vraiment sur l'ensemble du territoire de France et même au-delà. Par contre, je vous ai dit, les médecins ne sont pas impliqués là-dedans. Ce sont des moines qui ont des connaissances en médecine, mais ils ne sont pas généralement très peu diplômés de l'université, etc. L'université a commencé à apparaître à ce moment-là. Pour ce qui est des chirurgiens, je vous ai dit, les chirurgiens ne sont pas des médecins à l'époque. C'est souvent les barbiers, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est les seuls à avoir des instruments tranchants qui sont régulièrement entretenus. Et donc, c'est eux qui ont des techniques de coupe sans faire trop de dégâts. Et donc, généralement, c'est eux qui sont appelés. Le barbier et le chirurgien, c'est la même personne et qui, lui, n'est pas le médecin. Dans la médecine au Moyen-Âge, le médecin, c'est plus intellectuel, celui qui va connaître les maladies et c'est pas lui qui va aller soigner les malades. C'est même assez mal vu. Pour vous donner une idée, par exemple, lors d'une séance de dissection anatomique, commence à y en avoir quelques-unes au XIVe, XVe siècle, et ben, le médecin, lui, il est sur une grande chaise qui ressemble à une chaise d'arbitre de tennis, il a un galien ouvert, il a une grande à côté de lui, il a une grande baguette, il va pointer les organes, pendant que en dessous, ce sont les chirurgiens qui vont disséquer le corps et qui vont sortir les organes pour le montrer aux différents étudiants. Les barbiers, donc. Les barbiers. Ça se peut-tu? Il me semble que j'ai déjà entendu que c'était la raison d'être des espèces de colonnes torsadées, noires, blanches et rouges des barbiers, que c'était parce qu'ils accotaient les landaux pleins de sang sur des bandes blanches et que c'est là que ça vient, ce symbole-là. Alors ça, je pourrais pas le dire, j'avoue que je ne connais pas. Ça m'allume quelque chose, j'ai déjà entendu quelque chose du genre. Faudra aller vérifier, mais c'est tout ça pour dire en fait que c'est assez contre-intuitif pour nous aujourd'hui où le summum du médecin, c'est quand même le chirurgien. C'est celui quand même qui est le plus prestigieux, etc. À l'époque, non, celui qui est chirurgien, c'est plutôt mal vu parce que c'est celui qui fait les travaux pratiques, entre guillemets, ce qui est pas toujours le plus mis en avant au Moyen-Âge. Alors, pour ce qui est tout simplement de notre ordre des hospitaliers, Saint-Antoine, au fur et à mesure que le Moyen-Âge avance puis disparaît et que le temps continue, 16e, 17e siècle, ils vont beaucoup diminuer en fait. La situation alimentaire s'améliore globalement avec le temps en Europe, donc il reste des épidémies, mais il y en a de moins en moins, et surtout ils ont d'autres structures, d'autres connaissances qui apparaissent, etc. Et en fait, ils vont de plus en plus être diminués, ils vont être fortement impactés par les guerres de religion au XVIe siècle, et donc au XVIIIe, ils vont finir par être fusionnés avec l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en fait. Ils vont devenir une sous-branche d'un autre ordre, ils vont quasiment disparaître. Pour ce qui est en fait de l'ergot de Seigle vraiment lui-même, il y a des récurrences en fait. On va en retrouver jusqu'au XXe siècle, tout simplement parce que les intempéries, les mauvaises récoltes, ça disparaît pas comme ça. Il y en a toujours, il y en a quand même très longtemps. Il faut penser que ce n'est que depuis les années 70-80 que maintenant toutes les famines qu'il y a dans le monde sont uniquement dues à des événements, ne sont pas dues à de la production, à des problèmes de production agricole ou au climat, même si ça va peut-être changer d'ici quelques années. On s'enligne vers ça. Voilà, c'est quasiment systématiquement dû aujourd'hui, soit des guerres, soit des événements qui ne sont pas d'ordre climatique. En fait, il y a quasiment plus de famine structurelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour ce qui est de l'ergotisme, on a un potentiel dernier cas en France en 1951. Alors ça, c'est controversé. Alors on sait qu'il y a un village qui a été atteint des mêmes symptômes, excepté la nécrose. C'est à Pont-Saint-Esprit, en 1951. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Comme on est dans l'après-guerre, on peut penser qu'il y a peut-être eu un problème de contamination, un meunier qui a été peu regardant sur la qualité de son seigle pour en vendre, et a contaminé la population. On pense peut-être aussi à des intoxications au mercure, ou un peu plus complotiste, on pense que c'est peut-être la CIA qui a testé un dérivé du LSD dans le cadre de la guerre froide sur la population. Ça, c'est appuyé par le fait qu'on a des papiers déclassifiés de la CIA qui sont caviardés, c'est-à-dire que des lignes sont noircies, mais où dans une date approchante, le nom du village apparaît. Sachant que c'est un petit village perdu au milieu de la France, certaines personnes se posent des questions. Pour ce qui est... Nevada est un petit peu trop loin pour eux cette fois-ci. Exactement. Et pour ce qui est du champignon lui-même, son principe actif est toujours utilisé aujourd'hui dans le LSD. C'est avec l'ergot de Seigle en fait qu'on a isolé le principe actif qui donne aujourd'hui le LSA et le LSD. Donc sans l'ergot de Seigle, on n'aurait pas eu Lucy in the Sky des Beatles. Oh.
Merci, Elliot. Merci de nous avoir partagé ton érudition sur l'histoire du Moyen-Âge et sur l'histoire de la médecine. C'est très intéressant. Sans plus tarder, on s'en va en musique. Charles? On écoute J'irai brûler de Valse Fréquence. Retour à Histoire de passer le temps. Suite à cette pause musicale, je laisse le micro à Joël, chroniqueur régulier de l'émission, qui nous parle de l'histoire de Marie-Angélique, parfois considérée comme un symbole fort de la résistance des Noirs dans la société esclavagiste montréalaise du 18e siècle. Ben oui. Aujourd'hui, je décide de vous parler d'un des plus grands mystères historiques de notre époque. Et non, pour les fans de hockey de l'émission, ce sera pas de savoir si le but d'Alain Côté était bon. Et ce sera pas non plus de savoir où est cachée la dignité de François Legault pour Xavier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui est à la fois très connu, mais trop inconnu, ou du moins très mal compris. Je vais vous parler de Marie-Joseph Angélique. C'est un personnage qui a connu depuis une quinzaine d'années un grand regain de popularité dans la production savante. Il y a des livres et des articles scientifiques, mais aussi dans la production non savante comme pièces de théâtre, films. Vous avez peut-être entendu parler de certains de son nom par ces moyens-là. Pourtant, comme vous l'aurez peut-être deviné, son cas reste encore aujourd'hui un mystère. Bon, c'est sûr, vous allez pouvoir me dire, en histoire, on n'a jamais toutes les informations, donc tout est toujours un mystère. Oui. Mais, ce qui a distingué Marie-Angélique des autres cas de figure, c'est qu'il s'agit d'une femme, d'une noire et d'une esclave. Tout ça dans la société montréalaise des années 1700.
Est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui la part des esclaves noirs justement dans la société montréalaise par rapport à la population globale ou... Oui, ça donne qu'un historien a beaucoup travaillé sur le sujet, en fait plus d'un, mais un en particulier. Mais c'est un fait généralement assez peu connu ou trop peu connu qu'il y avait de l'esclavage en Nouvelle-France. Hein? J'en ai parlé à quelques amis cette semaine et ah oui, de l'esclavage, ben non, on y pense pas automatiquement parce qu'on va avoir tendance à penser aux Antilles ou le sud des États-Unis. Mais évidemment, en Nouvelle-France, il faut quand même replacer l'esclavage dans un contexte. Il faut se rappeler que pendant l'immense majorité de l'histoire et un peu partout, une forme ou une autre d'esclavage s'est pratiquée. Le Canada est pas particulier en la matière. Bref, en 1671, on recense le premier esclave de la colonie, qui n'est pas un noir, c'est plutôt un pani, ce qui est un autochtone métissé. D'ailleurs, les esclaves noirs seront jamais aussi nombreux ici qu'ailleurs en Amérique, comme justement les Antilles ou des États-Unis desquels je parlais. Une première raison pour expliquer leur faiblesse numérique, si on veut, c'est que l'économie d'ici rend beaucoup moins utile la main-d'œuvre servile. En effet, quand on pense à la petite ferme familiale qui est répandue partout au Canada et en Nouvelle-Angleterre, c'est plus facile à entretenir par une seule famille. On a rarement besoin d'esclaves, d'autant plus que on sait pas trop quoi en faire l'hiver. Ça rend la situation plus difficile que si on pense, disons, aux champs de coton ou aux champs de tabac dans le sud des États-Unis. L'historien Marcel Trudel a fait un recensement assez complet de l'esclavage au Canada. Il affirme qu'entre 1534 et 1834, 4200 esclaves appartiendront à des colons en Nouvelle-France. Par contre, le 2/3 de ces esclaves-là sont des panis, donc ne sont pas des Noirs. Aussi, si l'esclavage des Noirs est légalisé en Nouvelle-France par l'intendant Raudot en 1709, il connaît surtout un essor à partir du régime britannique. En fait, entre 1671 et 1760, les chiffres tournent autour de 300 Noirs dans la colonie. En fait, les premiers Noirs dans la colonie sont généralement même libres. Et on en trouve qui sont engagés, ou on en trouve d'autres qui ont été parrains d'enfants, et même d'autres qui ont témoigné dans des procès judiciaires. Ce qui est assez spectaculaire si on connaît un peu le code noir de France de cette époque-là. Bref, tout ça, c'est pas pour vous convaincre que l'esclavage est, entre guillemets, correct ici, fermez les guillemets, ou même que c'était moins pire ici. Hein, l'esclavage, ben, on s'entend, c'est toujours un problème humain, peu importe le nombre, peu importe la condition. C'était seulement pour vous présenter un peu le contexte dans lequel Marie-Angélique arrive au Canada, une esclave noire dans une bonne société bourgeoise, comportant des esclaves et des domestiques, des panis et des noirs. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de Marie-Joseph Angélique? Ben, on sait vraiment peu de choses sur sa vie, en fait, avant son arrivée. On sait qu'elle est née au Portugal. Elle est née de parents angolais et c'est très possible que c'est au Portugal qu'elle s'est faite mettre en esclavage. Elle est vendue à au moins 2 reprises entre le Portugal et Montréal. D'ailleurs, elle est achetée en Nouvelle-Angleterre en 1725 par le marchand de Montréal, François Poulain de Francheville. Elle se retrouve donc dans une bonne famille. Hein. Les Francheville sont très en moyens, ont une grosse maison sur la rue Saint-Paul, à l'angle de la rue Saint-Sulpice, donc un emplacement très payant. Et d'ailleurs, l'achat d'un esclave noir, c'est un signe de prestige pour une famille canadienne. Vu que c'est plus difficile de s'en procurer un qu'un pani, c'est beaucoup mieux d'avoir un esclave noir, ça rapporte plus de prestige. Est-ce que c'est plus cher? C'est plus cher, vu que c'est plus difficile à s'en procurer. Il faut aller en Nouvelle-Angleterre parce qu'on n'a pas le droit. Il n'y a pas de convoi qui arrive en Nouvelle-France. Et donc, François Poulain de Francheville, c'est quelqu'un d'assez riche, c'est un important marchand. D'ailleurs, il reçoit en 1730 la permission du roi de fonder les fameuses forges du Saint-Maurice. Le développement des forges, qui est au bord du Saint-Maurice, ça l'éloigne de Montréal, jusqu'à son décès en 1733. Sa veuve, Thérèse de Coigne, décide de prendre la forge en main, mais tous ces changements et la difficulté de gérer l'entreprise, ça va provoquer un grand relâchement dans la gestion de la maisonnée. Marie-Angélique aura 3 enfants, qui survivront pas à l'enfance, avec un autre esclave noir qui appartient à un partenaire d'affaires des forges. Cela dit, on ne sait pas si elle a eu ces enfants-là par amour ou si c'était pour la faire se reproduire avec d'autres esclaves pour avoir plus d'esclaves. Bon, je vais m'abstenir ici de parler de sa personnalité parce que tout ce qu'on sait d'elle provient d'informations acquises dans le cadre de son procès.
Et on sait ce qu'une foule en colère peut dire de la personnalité de quelqu'un, ça vire jamais bien. Bon, on arrive à la raison pour laquelle on la connaît encore aujourd'hui. Le soir du 10 avril 1734, une partie importante de la ville de Montréal est dévastée à suite d'un incendie. 45 maisons, dont l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et la maison de plusieurs notables de la colonie, sont parties en fumée. Les rues qui sont, au printemps, boueuses et difficiles à se déplacer, ça nuit beaucoup au déplacement des secours et, en plus, un fort vent d'ouest propage le feu très rapidement. L'incendie semble avoir pris origine chez les Francheville, mais personne ne devait être dans la maison à ce moment-là et il n'y a aucun feu qui est supposé être allumé chez les Francheville. Donc, dans les heures qui suivent et surtout le lendemain, tout le monde parle dans les tavernes et le nom de Marie-Angélique semble être sur toutes les lèvres comme coupable désigné. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a une raison à son blâme, hein? Parce que ça semble une cible facile aujourd'hui de regarder et de dire, bon, c'est une femme, c'est une esclave, c'est une noire, blâmons-la. Ouais. Mais en fait, il se pourrait que ça soit plutôt en raison de son passé et non de son appartenance ethnique ou économique ou son statut. En effet, elle a tenté de se sauver vers les colonies américaines moins de 2 mois avant l'incendie. Elle avait essayé de faire ça avec son amant, Claude Thibault, qui est un homme blanc. Lui, il va être emprisonné pendant 1 mois, et elle va être redonnée à la veuve Francheville, qui va arranger sa vente avec un marchand de Québec. Il est décidé qu'à la fonte des neiges, elle va être revendue aux Antilles. Mais entre-temps, avant que les glaces fondent, l'incendie arrive, et il faut avouer que le timing serait bon pour se sauver pour Marie-Angélique. Donc, le lendemain de l'incendie, Claude Thibault s'enfuit et ne sera jamais retrouvé, ce qui rend Marie-Angélique encore plus suspicieuse. Elle aurait pu profiter de la cohue pour faire diversion et s'enfuir. Toutefois, pendant l'incendie, Marie-Angélique ne fuit pas, et au contraire, elle travaille à sauver les meubles de la veuve Francheville du Brasier. Néanmoins, à la suite de son enquête, le procureur Fouché procède à l'arrestation de Marie-Angélique et le procès peut commencer. Je vais vous épargner ici les longs détails du procès pour conserver tous nos auditeurs, mais au terme du procès, Marie-Angélique est condamnée à être torturée pour dénoncer ses complices, puis elle devra faire un chemin de croix, nue en chemise, corde au cou en tenant la torche ardente. Ensuite, elle devra avoir la main coupée, la main qui a commis le crime, puis elle devra être brûlée vive et son corps réduit en cendres. Celles-ci devront être jetées au vent. Est-ce que c'était des punitions communes à l'époque ou c'est exceptionnel à son cas? Ben oui et non, on s'entend que c'est une sentence assez forte, hein? Ça a l'air assez exemplaire. Par contre, selon l'historienne Denise Beaugrand-Champagne, qui a écrit l'ouvrage « Le procès de Marie-Joseph Angélique », ce type de sentence-là était assez normal à l'époque de la Nouvelle-France. Oh ouais. Elle souligne aussi que le juge Pierre Rimbaud avait la réputation d'un homme qui donnait des sentences sévères. Mais bon, certains ont quand même trouvé la sentence un peu dure. Lors de son... Oui, on se demande pourquoi. Lors de son appel au Conseil supérieur de Québec, la sentence est adoucie en une simple mise sous la torture pour avouer, puis une pendaison, avant d'avoir son corps brûlé en place publique. Juste ça. Oui, parce que le membre du Conseil supérieur qui va analyser son appel, Jean-Victor Varin, juge que c'est beaucoup plus humain. Un drôle de choix. Mais en le remettant dans son contexte, c'est donc une peine relativement ordinaire pour ce type de crime. Okay. Donc, le 21 juin 1734 encore, sa sentence va être exécutée. Elle est pendue et brûlée à l'angle des rues Saint-Paul et de Vaudreuil, après avoir avoué sous la torture son crime. Là, on pourrait se dire, mais un aveu sous la torture, à quel point c'est légitime? Ben oui. Ben, c'est sûr que avec notre œil d'aujourd'hui, c'est un peu spécial, mais c'est parce que il faut penser que ça relève d'une conception très différente de la justice par rapport à aujourd'hui. La question extraordinaire, ce qui signifie la torture, est employée pour faire avouer aux criminels les crimes qu'on sait qu'ils ont commis. Vous allez me demander comment est-ce qu'ils en sont certains, hein? C'est que dans le système de justice en Nouvelle-France, le fardeau de la preuve repose entièrement sur le procureur. Il peut donc utiliser toutes les tactiques pour faire avouer à l'accusé son crime. L'accusé a, de son côté, le droit naturel et entier de mentir pour sauver sa vie. Donc, la question extraordinaire est en quelque sorte seulement un moyen d'avoir la preuve. Ça me fait penser, c'est qu'au Moyen-Âge aussi, on a le droit de torturer, mais sauf que c'est très encadré légalement.
Ce qui fait que si tu rates, entre guillemets, ta séance de torture, tu ne peux plus poursuivre la personne pour le crime pour lequel il est accusé, parce qu'on estime que Dieu lui a donné la force de résister à la torture parce qu'il est innocent. Rater une séance de torture, c'est un... Parce que c'est cadré, en fait. T'as pas le droit de dépasser un certain nombre, un certain temps, etc. Ce qui fait qu'en fait, si la personne n'avoue pas l'issue de la séance, elle est libérée. Elle est innocente. OK. Ouais. Ben, dans ce cas-ci aussi, la justice est très codifiée. La torture, c'est l'insertion de coins entre les genoux qui sont tenus dans des planches. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, mais ça peut être 4 ou 8, dépendamment de si la question est ordinaire ou extraordinaire. Dans le cas de Marie-Angélique, on parle d'une question extraordinaire, donc 8 coins dans les genoux et les chevilles. Ce qui peut ne pas être plaisant. Mais bon, c'est sûr que la vérité sous la torture, ça ajoute au mystère, hein, parce que, soyons francs, avouer sous la torture, ça peut être un peu... ça peut avoir l'air louche. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ont cloché dans le procès. Le 26 mai, il y a 22 témoins qui ont déjà été entendus au cours du procès. Par contre, oui? Un procès qui a duré combien de temps, à peu près? C'est un procès qui a duré presque 1 mois et demi. OK. Donc, je pense que c'est 45 jours, si je me souviens bien. Mais quand même, 22 témoins, c'est beaucoup, et chaque témoin va confronter Marie-Angélique face à face après. OK. Pour la faire avouer, toujours dans le but de la faire avouer. Mais aucun de ces témoins-là n'a vu Marie-Angélique monter au grenier avec du feu. Aucun n'a vu quoi que ce soit, en fait. Pourtant, tous les témoins sont convaincus par ouï-dire de sa culpabilité et témoignent de son exécrable caractère. Plusieurs témoins manifestent l'avoir entendu proférer des menaces, disant par exemple que sa maîtresse ne dormirait pas chez elle ce soir-là. Elle aurait aussi menacé de brûler des gens et des objets à de nombreuses reprises. Bon, est-ce que ces témoignages-là sont réels ou c'est le produit de la colère? Le désespoir de voir sa maison, toutes ses possessions brûlées, ça pourrait avoir poussé à trouver un coupable pour l'incendie. Ouais. Donc, le procès s'éternise, toujours sans preuve directe, au point que le procureur Fouché met le procès sur pause. Quelques jours plus tard, coup de théâtre. Amable Lemoine Monnière, une petite fille de 4 ou 5 ans, déclare avoir vu Marie-Angélique prendre des braises dans une pelle et monter au grenier. C'est évidemment la preuve ultime que pouvait vouloir Fouché. La vérité sort de la bouche des enfants. Oui. On est content que le système de justice a évolué depuis vraiment. Là. Quand même, hein? Parce que c'est exactement le témoignage qu'il pouvait vouloir, mais ça arrive à un drôle de moment. Hein? Il s'agit d'une petite fille qui n'aurait rien dit pendant plus d'1 mois sur l'événement, alors que toute la ville en parle. Et cette petite fille-là se trouve à être la nièce de la veuve Francheville, la maîtresse de Marie-Angélique. Quel adon! Quel adon! Oui. Alors après, ça aurait été encore plus suspect si c'était une enfant qui n'était absolument pas reliée à la famille, qui pouvait pas être sur les lieux. C'est sûr. Mais c'est ça. Donc, avec évidemment, le juge se retrouve avec entre les mains toutes les preuves possibles, parce que pour lui, c'est des preuves, c'est des témoins oculaires directs. Donc, c'est sûr que de son côté, on peut difficilement dire qu'il a mal géré la situation. Il l'a fait tout à fait selon les règles. Mais avec notre œil d'aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qu'il y en est. Ben, c'est les règles qui étaient pas bonnes aussi. C'est les règles qui étaient pas bonnes. Ben, justement, les historiens qui se sont posé la question, il y en a quelques-uns et il y en a une en particulier qui va remettre en question les règles. Bon. Qui va remettre en question le système. Donc, on sait toujours pas si Marie-Angélique est coupable. On a cru jusqu'aux années 2000 que le verdict du juge était correct et qu'elle avait déclenché l'incendie dans le but de fuir avec Claude Thibault. Donc, Afua Cooper, l'auteur de l'ouvrage The Hanging of Angélique, va faire passer Marie-Angélique comme une rebelle qui est victime d'un système d'esclavage des Noirs et qui est beaucoup trop opprimée et donc qui décide de mettre le feu à la maison tout simplement par vengeance. On nie pas sa culpabilité ici. On la fait tout simplement passer pour une victime d'un système. Dans l'inconscient... Il a aussi utilisé son agentivité. Exactement. Et dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui, Marie-Angélique est devenue cette espèce de symbole de la résistance des Noirs au Canada. De son côté, une autre historienne, Denise Beaugrand-Champagne, va faire un ouvrage très complet qui va examiner l'ensemble du procès et l'ensemble des personnages impliqués dans le procès. Elle se positionne pas directement. Hein. Elle va évaluer une bonne douzaine d'hypothèses plausibles, mais elle va généralement pencher pour un événement accidentel.
En effet, la maison voisine des Francheville aurait pu prendre feu dans la cheminée parce qu'il y avait un feu dans cette cheminée-là. Et ça aurait pu être par défaut de ramonage. Hein? On a mal nettoyé, la suie est pognée en feu, ça revole sur le toit des Francheville et c'est les Francheville qui paraissent coupables. D'ailleurs, les voisins sont des membres éminents de la bourgeoisie. Ils auraient pu avoir peur de se faire poursuivre pour l'incendie. Et ils auraient pu décider de laisser aller les rumeurs ou même de les encourager. On le sait pas. Bon, évidemment, il me faudra encore 2 ou 3 autres bonnes chroniques pour faire le tour de toutes les autres options possibles. C'est pourquoi je vais tout simplement vous recommander de lire le livre « Le procès de Marie-Joseph Angélique » de Denise Beaugrand-Champagne, qui est un excellent ouvrage sur le sujet. Par contre, je trouve quand même particulier de voir comment, encore aujourd'hui, certaines figures peuvent être récupérées dans des buts extrêmement différents les uns des autres. Hein? De la Marie-Angélique militante et rebelle à la Marie-Angélique qui est tout simplement victime d'un accident et victime d'intérêts croisés d'autres bourgeois. Bon. Merci, Joël. C'est effectivement très intriguant. On aurait envie d'avoir toutes les pièces du puzzle pour... C'est la beauté de l'histoire. Exactement. Mais non, c'est important de se rappeler aussi de ces histoires-là. Puis même dans le Vieux-Port, là, je me promenais dernièrement, puis il y a comme des fresques aussi à son image. Puis c'est quand même un symbole fort de l'histoire à Montréal. Puis on entend tellement peu parler d'histoire de l'esclavage à Montréal qu'au final, juste de nous rappeler que ces personnages ont existé, c'est déjà très, très pertinent. Je te remercie. On s'en va en musique. Charles, qu'est-ce que tu nous fais écouter cette fois-ci? On écoute Les yeux sur la balle de Les Louanges. Tu gardes les yeux sur la balle, tu prends le sujet tout bien campé dans l'estrade, les yeux sûrs, garde les yeux sûrs. Peu importe, tu gardes les yeux sur la balle, tu prends le sujet tout bien campé dans l'estrade, les yeux sûrs, les yeux sûrs. Shoot l'huile sur la maison, le feu est déjà pris mais le temps file puis j'ai la mèche courte. Busy, busy, au loin le bateau prend l'eau. Les relais qui est en speedboat. Chante sérénade, chante sérénade. Mon signe chante pour la dernière fois. Je croyais la note encore payable. I guess les vieux mangent à d'autres tables. Dans d'autres mains, un autre pain. Les miettes tombent, cascade Séraphin. Le film tire à sa fin. Fait que rendu-le. Swipe, 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 sabre et champagne. De toute façon, on gagne le dash. Je vais savoir le c'est ça, mais c'est pas grave. Laisse un bonbon sur ton fiche price. Peu importe, tu gardes les yeux sur la balle. Tu prends le sujet tout bien campé dans l'estrade. Les yeux sûrs, garde les yeux sûrs. Peu importe, tu gardes les yeux sur la balle. Tu prends le sujet tout bien campé dans l'estrade. Les yeux sûrs, les yeux sûrs. Ouais, yeah. Ça fait longtemps qu'on les utilise plus, les liquides et les met le terrain. Ça m'a pris longtemps qu'on comprendre que le match il se passait pas mal plus d'ingrédients. Tanné d'attendre que le coach il dévoile les infos dans le calepin. Dans mon équipe, tout le monde est capitaine. Personne n'est choisi en dernier, mais personne n'est choisi en premier. Bah ouais, quand on pratique, c'est ma partie préférée de la game. C'est moi pile mur, fait que c'est un sport d'équipe. Yeah, j'ai manqué d'air peur au début du dernier corps, au championne des pires. De retour à Histoire de passer le temps. Merci Charles pour cette pause musicale. Sans plus tarder, on poursuit avec notre dernière chronique de l'émission et je passe le micro à Xavier Spratt. Xavier, tu nous parles de l'histoire du droit de l'immigration au Canada. C'est bien ça? En fait, l'histoire des lois sur l'immigration. C'est pas une chronique qui va avoir tendance à mettre le feu, là, hein? Non. Très neutre. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir encore une fois. Je dois avouer que ça a pris quand même un peu de temps avant que je revienne. Il paraît qu'on a des travaux à faire au second cycle. Donc là, je vais commencer par être franc avec vous. La dernière fois que je suis venu, je vous ai dit que j'allais faire une série sur différentes communautés qui se sont installées à Montréal. C'est vrai, je m'en souviens. Oui. J'en ai fait une d'ailleurs, moi. Merci, Charles.
Et j'y tiens encore, mais c'est pas ma faute, c'est l'actualité qui m'a poussé vers cette chronique-là. Peut-être que vous avez entendu parler de la fameuse réforme, maintenant avortée, j'en conviens, du PEC, du Programme de l'expérience québécoise. Non, pas du tout. On fait pas la fête on fait pas la fête au ministre. J'ai à peine une quinzaine de collègues qui ont paniqué en semaine. Ben ça tombe bien parce que j'en parlerai pas du tout. On voulait en parler. Je veux pas du tout m'étaler là-dessus, je suis pas politologue et j'ai pas mon chapeau de militant en ce moment. J'ai juste constaté la quantité de débats sur la légifération autour de l'immigration. Puis au final, c'est un contexte assez général, je crois, dans les 2 dernières années, ou en fait, depuis 150 ans, comme on peut le voir dans nos chroniques. C'est ça que j'allais dire, d'actualité, mais au final, c'est toujours d'actualité. Oui. Mais au final, ce que j'ai trouvé, c'est que tous ces débats-là manquaient affreusement de contexte historique. Je me suis dit que de mon côté, je pourrais peut-être amener un humble apport en faisant la chronologie des lois canadiennes sur l'immigration pour comprendre réellement comment le tout a évolué. En ce que c'est aujourd'hui. Puis je me dis que peut-être, si par chance le ministre Simon-Jean Barrette nous écoute, il va apprendre 1 ou 2 trucs. Je le salue par ailleurs. Je veux tout d'abord souligner le travail de la fondation du Quai 21 à Halifax, qui a fait une recherche impressionnante sur ce sujet et qui m'a grandement aidé à synthétiser le tout pour vous aujourd'hui. L'histoire des lois sur l'immigration, c'est aussi très lié à l'histoire des lois sur la citoyenneté et à l'histoire des lois sur la déportation. 2 autres sujets qui pourraient faire l'objet d'une chronique à part entière. C'est une histoire qui dure depuis un peu plus de 150 ans, quand on considère le Canada comme un projet qui a commencé en 1867. Donc, je vais faire le mieux pour toucher à peu près à tout et vous sortir les tendances et les petites pépites qui m'ont fait parfois sourire et parfois m'arracher les cheveux. Oh. Oui. Donc, pratiquement... Il y en a longtemps arraché dans ton cas. Ils sont juste très longs. Pratiquement depuis la Confédération, en fait, le Canada a eu des lois sur l'immigration. À chaque fois, les lois étaient intimement liées au projet colonial et économique qu'était le Canada. Pour commencer, on a l'époque qu'on pourrait qualifier des portes ouvertes, qui est d'à peu près de la Confédération à la fin du 19e siècle, grosso modo. Dans cette première période-là, c'est dans cette période-là, en fait, que s'intègre la loi de 1869, où il y a très peu de barrières à l'immigration. Il faut garder en tête la volonté du gouvernement de John A. Macdonald de peupler l'Ouest et de développer économiquement ces territoires à travers l'élargissement du marché canadien et la valorisation. Quand je dis valorisation, c'est l'exploitation des ressources naturelles. C'est donc en ce sens-là que la loi prévoit la prise en charge de ces immigrants-là, même à partir du bateau qu'ils prennent pour venir au Canada. Oui. Est-ce que du coup ça peut être aussi placé en regard avec les politiques aussi très accueillantes entre guillemets du voisin américain au sud qui lui aussi a besoin d'apporter énormément d'Européens et d'Asiatiques histoire justement de peupler ces deux côtes et les faire se rejoindre? En fait, c'est un même sujet parce que, justement, je vais en parler, mais Johnny MacDonald a un problème, en fait, c'est que le pays, le Canada, pendant justement cette période-là, vit plus d'émigration qu'elle vit d'immigration. Donc, grosso modo, il y a plus de sorties que d'entrées et c'est justement parce que le Canada est une plaque tournante de l'immigration américaine en général. Les gens arrivent, par exemple, à Halifax et vont ensuite prendre le train pour le sud. Donc oui, c'est intimement lié à cette problématique-là. Mais pour revenir à la loi de 1869, elle a légiféré sur le surpeuplement des navires, donc pour s'assurer que nos bons immigrants avaient un bon voyage en bateau. Et elle a aussi tenté de favoriser un bon accueil en essayant de contrecarrer l'exploitation possible des immigrants. Il y a aussi des services qui sont encadrés dans la loi, comme l'hébergement ou le service de bagages en arrivant, par exemple. Donc, c'est justement une période où le Canada, qui vient de naître, essaie de se donner le plus de pouvoir pour attaquer la problématique du peuplement dans l'Ouest. Ça va pas empêcher toutefois la loi de prévoir soit des amendes ou carrément le renvoi de façon discrétionnaire, ouvrez les guillemets, des personnes aliénées, idiotes, sourdes ou inintelligentes, aveugles ou infirmes. Le mot discrétionnaire, j'assume, qui est très important là-dedans. Oui, vraiment. J'espère que vous avez aimé la période, en fait, des portes ouvertes parce qu'elle est terminée. C'était court. Parce que même si elle a pris quand même quelques décennies à se matérialiser, elle est terminée. Puis là, le pays va commencer à se donner plus de pouvoir dans le domaine. Un exemple assez classique de ça est l'immigration chinoise au Canada. J'imagine que vous en avez entendu parler.
ça a commencé en fait avec la Commission royale sur le sujet en 1885, où plusieurs politiciens et syndicalistes ont pu faire valoir leurs points pour en fait mieux contrôler l'immigration de Chinois au Canada. À l'époque, pour donner une petite statistique, le Canada en avait accueilli environ 15 000 pour participer à la construction du fameux chemin de fer vers l'ouest. Retenez ce chiffre-là parce que je vais vous le rappeler tantôt qu'on va faire une comparaison avec en fait comment ces politiques-là ont fonctionné. La Commission royale avait donc recommandé un prix de 10 $ pour les immigrants chinois, donc un prix à la tête quand on rentre au Canada. L'acte qui va s'en suivre, donc l'acte de l'immigration chinoise, on n'est jamais très bon pour les noms d'actes, qui sera adopté la même année, donc va plutôt adopter un prix de 50 $ qu'il trouve plus juste. Bon, faut se rappeler en dollars de l'époque, hein, c'est quand même... Bon. Cette loi est donc dans les premiers exemples d'adoption des critères comme la race ou l'ethnicité pour contrôler l'arrivée d'immigrants. La loi va aussi légiférer sur la quantité de Chinois maximale par bateau et sur l'admissibilité de certaines maladies comme la lèpre ou les Chinoises qui seraient réputées comme être des prostituées. Le gouvernement de Wilfrid Laurier a ensuite monté les prix à 100 $ en 1900, puis à 500 $ en 1903. Là, ça aurait dû normalement avoir des effets remarquables, mais le problème, c'est que l'économie de l'Ouest a quand même besoin de main-d'œuvre pour marcher. Fait qu'on va trouver des traces de compagnies, par exemple, qui vont avancer la somme pour certains immigrants, afin qu'ils ont un besoin de main-d'œuvre. Oui. Est-ce que du coup, c'est là-dedans que vient se coller ce qu'on appelait les coulis, c'est-à-dire ces immigrants chinois temporaires qu'on payait en fait pour une période de 4 à 5 ans qui permettait d'avoir de la main-d'œuvre. On avançait le prix pour eux du billet de l'immigration. Et ils avaient un salaire très bas et des conditions assez déplorables d'emploi. Pour les salaires et les conditions, oui, en effet, c'est ça. Par contre, pour ce qui est des coulis, j'avoue que je m'y connais très peu sur ce terme. L'ère des politiques plus restrictives va se matérialiser en fait avec l'acte de 1906. Certains groupes avaient commencé à avoir des craintes face à l'immigration des dernières décennies. Par exemple, alors que les syndicalistes avaient peur de l'arrivée massive de main-d'œuvre qui ferait chuter les salaires, il y a une certaine élite, bourgeoise, qui pensait que l'arrivée de cultures moins facilement assimilables nuirait à la primauté des anglo-saxons. En gros, l'acte de 1906 part du cadre de la loi précédente, puis se donne encore plus des pouvoirs discrétionnaires en matière de sélection et de déportation. Là, je vais vous faire une petite lecture des articles 26 à 29 qui listent de façon assez vague qui a pas le droit de débarquer en sol canadien. Donc, et je cite, ce n'est pas mes mots, sont exclus les faibles d'esprit, l'idiot, l'épileptique, la personne démente qui a pu faire une attaque d'insanité dans les 5 dernières années, le muet, le sourd et muet, l'aveugle et l'infirme, à moins qu'il soit supporté à perpétuité par une famille. Est exclu aussi les pauvres ou nécessiteux, les mendiants de profession ou toute personne qui pourrait devenir un fardeau public. Pour les femmes, elles sont exclues si elles sont coupables de turpitude morale, d'être une prostituée ou une proxénète, ou d'aider elles-mêmes des prostituées. Donc, on peut voir que l'acte agrandit vraiment les catégories d'indésirables, mais reste quand même très, très vague dans ces catégories afin de donner le plus de pouvoir aux autorités locales. Il y a quelques trucs même plus ou moins faciles à prouver. Oh, c'est le but. Donc, je vais sauter un peu. Il va y avoir un autre acte plus tard qui va empêcher les immigrants à venir dans des voyages ayant des escales. Ça, avant un monde où les vols sans escale pas chers sont disponibles dans la section voyage de la presse, ça fait en sorte d'exclure l'immigration indienne et de réduire l'immigration japonaise parce que ces personnes-là n'ont pas d'autre façon de se rendre au Canada que par d'autres destinations. Donc, on va sauter jusqu'en 1923. Le gouvernement revient à la charge avec un acte sur les Chinois. Cette fois-ci, ils vont abolir le droit d'entrée exorbitant, mais ils vont interdire l'entrée à tous les Chinois, simplement, en fait, sauf les diplomates, les étudiants et quelques catégories de notables. Vous vous souvenez du 15 000 immigrants chinois que je vous ai parlé tantôt? Oui. Mm-hmm. Bon, ben, dans la période de 1923 à 1946, il y a un professeur de l'Université de Toronto qui a estimé dans cette période-là de 20 ans, qu'il y a environ 15 immigrants chinois qui ont été accueillis. Oh. 15 000, 15. Donc, on peut voir que ça a quand même un peu fonctionné. Incroyable. Vous avez été utile, maintenant on n'a plus besoin. Exactement. Ça reste des multiples simples. Oui, c'est vrai. Bon, ensuite, il va y avoir une facilitation de la déportation. À Montréal, à cette époque-là, va devenir une plaque tournante de la déportation. On a même retrouvé des documents déjà remplis pour accélérer le processus. Donc, il manquait juste le nom.
Puis, Oh. mais ça, je Comme vais garder c'est ça. efficace. Oui, je vais garder ça pour une autre chronique. Donc, suspense. On va sauter quelque peu à l'après-guerre. En fait, il va y avoir la fameuse loi de 1952 qui va être précédée juste avant par l'abolition de la discrimination envers les Chinois. Hein? Sur papier. En 52, ça. Non, en 46, l'abolition de la discrimination. Puis en 52, ça va être la première loi sur l'immigration en près de 2 générations. Là. Parce qu'en fait, le gouvernement canadien fonctionne de façon assez réactive, par décret. Donc, il y a eu très peu de lois, mais beaucoup de décrets pour réagir à ce qui se passe. La loi de 52 vient aussi elle vient donner d'énormes pouvoirs en fait au nouveau ministre parce que en fait la citoyenneté vient aussi juste d'être adoptée 5 ans auparavant, si je me trompe pas. La loi vient codifier des pratiques un peu informelles et prévoit des nouvelles exclusions, comme les homosexuels, les alcooliques ou des membres d'associations politiques subversives visant le renversement de la démocratie canadienne. Oh! Donc, on est en guerre froide. Donc, je vais sauter un petit peu plus loin, on lâche pas. En 1962, dans un décret encore, on va exclure la discrimination raciale du système d'immigration sur papier pour favoriser les compétences dans le choix des candidats admissibles à l'immigration. 5 ans plus tard, c'est le fameux système de points qui voit le jour, un système de points qu'on a encore, où les compétences sont évaluées, mais laisse quand même une marge de manœuvre considérable aux agents en charge. Parce qu'il y a beaucoup de points, en fait, qui relèvent d'une entrevue de personne à personne. Mm-hmm. En 1976, la loi canadienne sur l'immigration voit pour la première fois apparaître des objectifs nationaux à travers l'immigration. Le gouvernement Trudeau, le père de l'autre, inclut des buts démographiques, économiques, culturels, tout en valorisant la réunification, la diversité et la non-discrimination. La loi tente ainsi de favoriser la coopération avec les autres paliers de gouvernement. La loi prévoit pour la première fois un devoir fédéral, c'est-à-dire que le fédéral maintenant doit prévoir et planifier l'avenir en immigration et non uniquement réagir comme elle a fait. C'est grosso modo la loi qu'on va conserver jusqu'aujourd'hui, qu'on va modifier, sauf exception après 2001 pour les lois sur la détention. En bref, aujourd'hui, je vais avoir essayé de vous montrer un portrait, une chronologie parfois logique, parfois non, des lois canadiennes sur l'immigration. J'ai pas la prétention d'avoir tout couvert, j'ai même délibérément laissé de côté l'aspect québécois afin de pas nous lancer dans un débat légal et constitutionnel. En fait, je vais finir simplement sur une invitation à nos auditeurs et auditrices. Tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui est public, toutes les lois de l'époque sont publiques, et donc je vous invite à aller lire et en fait, à compléter cette introduction-là avec vos propres recherches. Et je suis certain que le débat public ne pourra que s'en tenir mieux. Oh, wow. Merci, Xavier. Merci d'avoir abordé ce sujet si essentiel, surtout dans les débats actuels. Merci aux chroniqueurs en studio aujourd'hui, Eliott Boulat, Joël Beauchamp-Monfette, Xavier Spratt. Merci à Charles à la régie et Anne-Émilie qui est avec nous en studio. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct sur le site de choc.ca, sur la page Facebook d'Histoire de passer le temps ou bien sur votre application de balado-diffusion favorite.